Celui-là, c'est beaucoup plus de travail. Oui, c'est sûr. Parce que c'était un semoir à engrais, un semoir à céréales, un OD. On l'a coupé en deux. On a fait des trémies indépendantes l'une de l'autre. C'est pour semer sous le rang du coup. C'est Lorelai qui nous avait commandé cette machine pour pouvoir faire ces tests d'engrais vert sous le rang et pas avoir à les faire de façon manuelle. Du coup, on a bricolé ça. Les deux trémies sont indépendantes. Ça nous a permis pour les tests qu'on avait commencé l'année dernière de semer différentes modalités sur la parcelle. Et ensuite se pose un problème, comme je vous le disais tout à l'heure, les graines d'engrais vert, enfin les graines en général, peu importe que ce soit de l'engrais vert ou pas, si on veut qu'elles poussent dans la terre, il faut les tasser, il faut les appuyer. Et du coup, appuyer dans un rang c'est facile, appuyer sous le rang c'était compliqué. Alors cet été, on a réfléchi à plusieurs solutions. Donc là, vous les avez en fait. Vous les avez sous les yeux là, par terre. Alors elles sont pas encore adaptées parce qu'on travaille aussi avec un viticulteur de Saint-Émilion. Dont vous retrouverez le témoignage dans le petit livret. Voilà, il figure dedans. Et d'ailleurs, à ce propos, pour que vous ayez vraiment la vue du semoir en action avec le système de rappuyé, vous verrez à la page du témoignage du château Cormeilles-Figeac, il y a un petit lien pour aller accéder à une vidéo en ligne du semoir sous le rang avec le système de rappuyé qui est opérationnel. Voilà. Donc là, on ne pouvait pas vous le montrer. Non, parce que j'ai pas cette année, par manque de temps, j'ai pas pu adapter l'outil qu'on avait développé sur mon semoir. Mais normalement, l'année prochaine, il sera opérationnel. On s'est posé, on a eu plusieurs pistes de réflexion. La première, c'était d'utiliser des roues pour appuyer l'engrais. Donc c'est sur un axe de cardan. Sur un axe de cardan monté comme un piston. Il y a un ressort dedans qui sert de piston. Et puis donc on a essayé ça parce qu'on pensait que ça irait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que les roues sont pas tout à fait plates. Et puis c'est très volumineux. Et c'est trop mobile. Et c'est trop mobile. Et donc du coup, effectivement, ça s'efface au contact du pied de vigne, mais ça revient pas bien. Donc les roues sont emportées par la vitesse et voilà, on a un problème de retour en fait. Et du coup, on a travaillé sur une autre solution où là, on a trouvé le numéro gagnant. Ça va, on a eu de la chance, on n'a pas trop tergiversé. On a réussi à rapidement trouver une solution. Ouais, c'est tout bête, c'est un tâteur. Et ces deux plaques en alu, pas en alu, en inox, avec un caoutchouc pour venir appuyer. Et du coup, ça fait comme un tâteur. Hein, c'est sur un axe de DK, ça va suivre le rang. Et on a pris un axe de DK parce que l'axe de DK, il a une façon particulière de s'effacer. Et que du coup, ça allait bien avec le système. Exactement, ça permet vraiment de venir appuyer les graines qui sont projetées jusqu'au bord du pied de vigne. Et ça, c'était ce qui était important. Parce que le souci, c'est qu'effectivement, ces petites graines, pourquoi elles ne poussent pas bien si elles ne sont pas rappuyées ? D'une part déjà parce qu'effectivement, elles sont moins en contact avec le sol, avec la terre. Et d'autre part parce qu'elles sont beaucoup prédatées par tous les petits oiseaux. Donc là, voilà, dès qu'elles germent, elles se font manger. Et après, le souci, c'est que forcément, on ne les retrouve plus, quoi. Et on en est plutôt content de ce système-là. On en est plutôt satisfait. On a roulé à 4 km/h avec. Ouais, je crois, c'est ça. Ouais, 4 km/h. Donc ça, voilà, il y a un effacement qui est suffisamment sur des doses de 15 kg hectare. Non, là on était un peu plus. On était à 20 kg hectare. Ouais. 20 kg hectare. Juste sous le rang, ouais. On n'a pas réussi. On a quand même. C'est difficile de. On essaye de descendre encore un peu, mais c'est difficile avec le matériel qu'on a. Ouais, le matériel qu'on a fait qu'effectivement sur les doses de semis sous le rang, on surdose. Voilà. Alors après, on surdose pas de manière très importante, mais on surdose. On est toujours à 5-10 kg au-dessus, quoi, par hectare. Entre les rangs, les espèces et les doses hectares. Entre les rangs, du coup, les espèces et les doses hectares. Entre les rangs, les espèces et les doses hectares, vous retrouverez tout dans le petit livret à la dernière page.
Et donc vous avez chaque espèce donc par grande famille, grand type de famille, les crucifères, donc qui sont les brassicacées, tous les choux, les navets, les moutardes. Donc ça c'est des espèces vraiment à proscrire sur sol acide. Et on peut par contre les indiquer sur les sols avec des pH neutres à basiques. Parce que en fait, ça mobilise le soufre qui est présent naturellement dans les sols et ça va diminuer les pH. Donc on sait que le pH, en fonction de où on se situe, mais ça va bloquer, disons que ça peut bloquer l'alimentation de la vigne. Donc là, il faut être vigilant sur ce paramètre-là. Donc il y a les crucifères et après il y a toutes les légumineuses. Donc c'est vraiment différencié dans la petite plaquette. Et vous retrouverez aussi les graminées qui elles ont plus, l'objectif c'est plus d'apporter de la matière organique riche en carbone et donc de fournir pas mal de biomasse, voilà, organique. Vous, concrètement, là, en hauteur de biomasse, au moment de la destruction, vous arrivez à quel Sur les engrais verts, ici, on est entre 4 et 5 tonnes de matière sèche hectare. Donc c'est très important. Ça fait c'est pas forcément la hauteur en fait qui est intéressante et justement ça fait partie des affinages qu'on a eu au fur et à mesure des années d'expé. C'est-à-dire que par exemple sur des espèces comme la févrole qui monte très très haut, le souci c'est qu'elles sont aussi elles sont riches en eau ces espèces-là et quand on les détruit, ça perdure très très peu dans le temps. Et donc à l'inverse, on a des espèces qui se développent de manière moins exubérante, comme les trèfles, et où là par contre derrière, les restitutions en biomasse sèche sont 2 fois plus importantes que de la févrole ou des radis. Donc l'intérêt d'apporter les apports en matière organique ne sont pas forcément associés à la hauteur de développement du couvert. C'est aussi en fonction de la nature du couvert. Le trèfle est beaucoup plus dense que de la févrole, donc même à hauteur deux fois moins haut, mais tellement dense. Le trèfle, c'est vraiment une espèce passe-partout. Et c'est plus facile à mélanger avec la céréale. C'est plus facile. Effectivement, ça passe dans tous les types de semoirs, à l'inverse d'une févrole où les graines sont trop grosses. Et donc, en fonction des semoirs que l'on a, ça peut se segmenter dans la trémie. Voilà, et il peut y avoir des problématiques quand on sème en mélange. Mais le trèfle, ça passe partout, sur tous les types de sols quasiment. C'est aussi une des rares légumineuses qui passe dans les sols assez hydromorphes. Donc ça, elle a un avantage non négligeable pour nourrir tout ce qui est abeilles. Oui, c'est très mellifère, beaucoup plus que la févrole, effectivement. Et les fleurs persistent longtemps et durent longtemps. Et il faut savoir que les abeilles, elles ont... quand elles commencent à butiner une fleur, elles vont pas en butiner une autre, elles vont butiner la même. Donc si on leur supprime la fleur qu'elles sont en train de butiner, elles savent plus trop où manger ni quoi que ce soit. Et le trèfle permet justement d'avoir de la nourriture pour ces insectes-là une grande partie de la saison. Du début de saison, ouais. Du début de saison. Et donc avec cette biomasse, je sais plus à combien tu disais que tu étais entre 4 et 5 tonnes de matière sèche hectare. Hein. Entre 4 et 5 tonnes de matière sèche hectare. Le mulch, il tient tout l'été. Tout l'été. Le mulch, il tient tout l'été. Du coup, j'ai même du mal à le détruire au mois de septembre. Et il y a vraiment, là, cette année, à part quelques carottes sauvages, il n'y avait quasiment pas de mauvaises herbes qui s'étaient implantées. Donc derrière, c'est aussi moins de concurrence pour les ressources en eau et en azote pendant la période estivale pour la vigne, quoi. Donc ça aussi, c'est vraiment une plus-value. Hein. L'effet mulch est vraiment positif là-dessus. Autre chose, avec les engrais verts, on s'est aperçu que c'était plus intéressant de laisser 3-4 années l'engrais vert dans le même rang plutôt que d'alterner chaque année. Ouais. Parce qu'il faut quand même laisser le temps aux engrais verts de faire leur travail de décompaction. Et le fait de changer chaque année, ils n'avaient pas le temps de faire ce travail-là. Et de la même manière, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on le gère de manière alternée avec les enherbements naturels. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3 ans, les enherbements naturels, si on les retravaille pas un petit peu, on gagne en espèces vivaces très concurrentielles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on alterne. À partir du moment où les enherbements naturels ils deviennent trop concurrentiels, parce que là, on a une prolifération d'espèces vivaces, arrosettes, gazonnantes, etc., on intervertit, c'est le bon moment pour passer en engrais vert. Donc la gestion, elle se fait aussi un petit peu comme ça. On module selon le constat que l'on tire du développement de l'enherbement naturel et des engrais verts.